La période viking, qui s'étend de la fin du 8e siècle au début du 11e siècle, représente un aspect intrigant et souvent méconnu de l'histoire. Les populations nordiques, reconnues pour leurs aventures en mer, leurs pillages et leurs riches traditions culturelles, adhéraient à un ensemble de règles qui peuvent paraître déroutantes aux yeux d'aujourd'hui. Cependant, ces comportements étaient intimement liés à leurs normes et valeurs sociétales. Examinons quelques aspects clés de la culture viking, dont les pratiques étaient jugées courantes à l'époque. Le raid révélait une véritable étape dans la vie d'un jeune homme, marquant sa transition vers l'âge adulte, un moment surnommé « vikinger ». Ces guerriers menaient des expéditions maritimes, visant des côtes et des monastères pour accumuler richesse et renommée. Pour beaucoup de jeunes hommes, participer à un raid représentait un moment déterminant pour démontrer leur courage et gagner du respect. Snorri Sturluson, historien viking, mentionne dans son œuvre Heimskringla que les rois et chefs envoyaient fréquemment leurs fils en expédition pour renforcer leur capacité de leadership et établir des relations avec d'autres personnalités influentes. Les raids étaient profondément ancrés dans leur conception de l'honneur et de la gloire personnelle. Un retour triomphant d'une expédition renforçait le statut d'un individu au sein de la société viking, la richesse, la renommée et le respect gagnés par le biais de raids victorieux pouvait élever un homme parmi les plus hautes couches sociales. Le destin tragique des Thralls capturés révélait la réalité de l'esclavage au sein de la société viking. Ceux pris lors des raids étaient fréquemment réduits en tant que Thralls, devenant des esclaves aux mains de leurs ravisseurs. Considérés comme des biens plutôt que comme des individus, leur sort était généralement très précaire. Alors que certains Thralls étaient intégrés comme serviteurs dans les foyers, d'autres subissaient des traitements beaucoup plus sévères, surtout ceux provenant de tribus ennemies ou de régions éloignées. Les femmes Thralls, en particulier, étaient susceptibles d'endurer des abus graves de la part de leurs maîtres, y compris le travail forcé, et elles n'étaient dotées d'aucun droit et étaient perçues comme de simples biens. Les sagas vikings révèlent la dure réalité des captifs. Certains étaient offerts en sacrifice à des divinités lors de rituels. D'autres exerçaient des activités agricoles, tandis que certains étaient même échangés à travers le monde nordique. Selon l'explorateur et marchand viking Ibn Fadlan, le commerce des esclaves était une activité prospère, les captifs étant souvent échangés contre des armes, de la nourriture ou de la richesse. Le destin de ces malheureux dépendait entièrement des caprices de leurs ravisseurs, et leur survie était souvent soumise à des circonstances imprévisibles. Bien que la société viking soit généralement considérée comme masculine, les femmes jouaient un rôle beaucoup plus important dans leur culture qu'on ne l'imagine. Certaines prenaient part au combat, notamment sous le titre de « femmes boucliers ». Ces guerrières se battaient aux côtés des hommes. Malgré des preuves historiques limitées et souvent entrelacées avec des légendes, plusieurs récits dans les sagas et les documents historiques laissent entendre que certaines femmes vikings prenaient réellement les armes. La saga des Valkyries décrit des femmes qui décident du sort des guerriers tombés au combat et les conduisent vers le Valhalla. Toutefois, elle mentionne également des femmes concrètes qui prenaient part aux batailles au-delà des mythes. Lagertha, la notoire guerrière mentionnée dans le Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, est présentée comme une formidable femme bouclier, commandant des troupes et faisant preuve d'un grand courage au combat. D'autres récits
tels que ceux d'Abn Fadlan lors de ses voyages, indiquent également que certaines femmes vikings, particulièrement celles issues de l'aristocratie, ne reculaient pas devant l'utilisation des armes lorsque nécessaire. Elles recouraient même à de l'urine pour allumer. Bien que cela puisse sembler inhabituel aujourd'hui, les Vikings avaient une application pratique pour l'urine dans leur quotidien, dont l'allumage des feux. Lorsqu'elle était mélangée à certains matériaux, elle produisait une substance hautement inflammable. Les guerriers vikings avaient souvent des kits contenant du silex et de l'acier, mais des morceaux de tissu imprégnés d'urine pouvaient également servir d'outils pour allumer un feu en situation d'urgence. Cette pratique n'était pas propre aux Vikings. D'autres civilisations anciennes, comme les Romains, utilisèrent également l'urine pour des raisons médicinales ou utilitaires. Les Vikings, quant à eux, tiraient parti des ressources de leur environnement nordique difficile, en maximisant ce qui était à leur disposition. Cette approche pour allumer le feu, bien que peu conventionnelle, illustre l'ingéniosité et la débrouillardise des Vikings. Dans la société viking, les enfants atteignaient l'âge adulte à 12 ans. L'enfance était une période relativement courte. Les enfants prenaient des responsabilités d'adultes dès leur jeune âge, atteignant souvent l'âge adulte à 12 ans. Cette étape signalait leur intégration complète dans la communauté, leur permettant de se marier, de se battre ou d'assumer d'autres rôles adultes. Les sagas vikings illustrent cette entrée précoce dans l'âge adulte, célébrant les actions des jeunes guerriers dès un âge remarquablement jeune. Un extrait de la saga des Yngling relate l'histoire d'un garçon ayant dirigé son premier raid à seulement 12 ans. Cette maturation rapide était essentielle dans une culture continuellement en guerre, où la survie reposait sur la force, le courage et des compétences pratiques. Les rites de passage à l'âge adulte reflétaient la conviction viking de se préparer à une vie axée sur la lutte et l'honneur. Les meurtres par vengeance étaient fréquents. Ces actes de vendetta n'étaient pas seulement. L'honneur occupait une place centrale dans la culture viking, et venger une injustice à l'encontre de soi-même ou de sa famille était perçu comme un devoir fondamental. Lorsqu'un membre de la famille était tué ou blessé, les proches avaient le droit de se venger, pouvant aller jusqu'à exterminer le coupable ou ses proches. Le Gragas, le code juridique d'Islande, reconnaît clairement la pratique de la vengeance, en spécifiant les conditions et modalités dans lesquelles ces actes pouvaient être réalisés légalement. Ce principe était si profondément ancré dans la société viking que même les chefs et dirigeants devaient respecter ces codes de vengeance. Ignorer la nécessité de venger un meurtre pouvait entraîner une perte d'honneur et de respect. Un exemple notable est celui d'Egil Skallagrimson, dont la saga illustre. La saga d'Egil raconte une vendetta brutalement orchestrée contre l'assassin de son frère, un acte perçu comme à la fois juste et comme un devoir essentiel envers la famille. La polygamie était une pratique courante parmi les leaders vikings. Bien qu'elle ne soit pas répandue chez tous les membres de la société, les hommes riches et influents prenaient mais souvent plusieurs épouses ou concubines pour renforcer des alliances politiques et garantir la descendance de leur lignée. Cela était particulièrement courant chez les rois et les guerriers de haut rang. La saga de Harald, à la belle chevelure, relate comment Harald, le premier roi de Norvège, avait de nombreuses épouses, une approche qui lui permit de gérer un vaste réseau de terres et d'alliances. Avoir plusieurs femmes était aussi considéré comme un moyen d'assurer la succession d'héritiers. Bien que la polygamie fût surtout pratiquée par les classes supérieures de la société viking,
elle était largement acceptée et servait à préserver le pouvoir et l'influence. L'univers viking dépassait largement le stéréotype romantique des guerriers et des pillages. C'était une société complexe, régie par la survie, le pouvoir et la recherche d'influence. Du sort impitoyable des Thralls à la polygamie considérée comme une stratégie politique, les Vikings incarnaient bien plus que de simples pillards. Leur culture était construite autour de la nécessité et de la tactique, où chaque geste, que ce soit au combat ou dans la vie domestique, servait un objectif précis. Après avoir examiné ces aspects inattendus de la vie viking, nous vous incitons à considérer l'influence de ces pratiques sur notre monde moderne. Quelle facette vous semble la plus remarquable? Y a-t-il un élément de leur société qui vous a particulièrement surpris? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé de nos découvertes sur les cultures les plus captivantes de l'histoire. Rappelez-vous que l'histoire ne se limite pas à une série d'événements. C'est également la clé pour saisir notre présent